Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, Algérie, le président Bouteflika procède à un remaniement ministériel. La coordination des mouvements de l'Azawed paraphe à Alger l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Le Vatican reconnaît l'État de Palestine. Insolite, Lily, le drone autonome qui vous suit à la trace. Nous débutons ce journal avec le remaniement ministériel procédé ce jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le gouvernement d'Abdelmalek Sellel. Plusieurs portefeuilles changent de main, avec 5 ministres partants et des permutations. Parmi les importants changements, Salah Khabri remplace Youssef Yousfi à la tête du ministère de l'Énergie. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, dont le désormais ex-premier responsable Taïb Laïz, quitte le gouvernement. Il est remplacé par Nordin Bedoui, qui était à la tête du ministère de la formation professionnelle. Taïb Laïz est cependant nommé ministre d'État, conseiller spécial auprès du président Bouteflika. Le ministre des Finances Mohamed Jelleb, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication Fatma Zohra Dardouri, ainsi que la ministre de la Culture Nadia Labidi, quittent également le gouvernement. Ils sont respectivement remplacés par Abdelrahman Ben Khalfa, Houda Faraoun et Azdin Mihoubi. L'ex-ministre des Transports Amar Roul devient ministre de l'Environnement et du Tourisme. Hamid Green et Abdelmajid Tebboune, respectivement ministres de la Communication et de l'Habitat, sont maintenus à leur poste. Nouria Ben Ghabrit et Amara Ben Younes gardent également les portefeuilles de l'éducation et du commerce. Pour le reste des ministères, chaque ministre a conservé son poste. Toujours sur le volet politique, la coordination des mouvements de l'Azawed apparaît fait jeudi à Alger l'accord de paix et de réconciliation au Mali lors d'une cérémonie en présence des membres de la médiation internationale dont l'Algérie est le chef de file, rapporte l'APS. L'accord a été paraphé par le président de la CMA, Bilal Ak-Sherif. Les parties maliennes au dialogue pour le règlement de la crise dans la région nord du Mali avaient déjà paraphé le 1er mars dernier à Alger le même accord de paix et de réconciliation sous la supervision de la médiation internationale conduite par l'Algérie. Le document avait été paraphé par le gouvernement et les mouvements engagés dans la plateforme d'Alger que sont le mouvement arabe de l'Azawed, la coordination pour le peuple de l'Azawed et la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance. Toutefois, la CMA, regroupant le Mouvement national de libération de l'Azawed, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawed et le Mouvement arabe de l'Azawed, avait demandé une pause pour consulter leur base militante avant de parapher le document. La signature officielle de l'accord de paix et de réconciliation intermalien est prévue demain vendredi à Bamako. Côté santé, le ministre du secteur Abdelmalek Boudiaf a déclaré que la lutte contre les maladies non contagieuses comme l'hypertension est un des défis majeurs à relever par rapport à la dangerosité de cette maladie. Cette déclaration vient à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la maladie de l'hypertension, qui constitue un énorme problème dans le domaine de la santé générale, d'après Monsieur le ministre. La méthode de prévention est le slogan de ces cliniques mobiles qui identifient cette maladie. Le ministère de la Santé a créé ces cliniques avec la collaboration des laboratoires Sanofi, liés à la première place que prend cette maladie au sein des maladies non contagieuses en Algérie, avec 26% du total des maladies non contagieuses. Plusieurs médecins généralistes et spécialistes ont été engagés dans ces cliniques mobiles. Monsieur le ministre a expliqué que les personnes de plus de 35 ans sont les plus menacées par cette maladie. Il leur est fortement recommandé de faire des analyses pour l'identifier et éviter qu'elle ne s'aggrave. Ahmed Makhloufi, représentant de Sanofi, a déclaré que la clinique mobile, qui est en ce moment à la place Riyad El-Fath à Alger, va faire le tour des autres wilayas pendant les jours à venir et elle va examiner gratuitement les citoyens atteints par cette maladie. Sur le plan international, le Vatican a reconnu l'État de Palestine après la finalisation d'un nouveau traité mercredi. Sans surprise, Israël condamne en affirmant que cette initiative sape les perspectives de paix dans la région. Depuis un peu plus d'un an, le Vatican fait non officiellement référence à l'État de Palestine. Le pape François s'est rendu en Israël l'année dernière et sur le programme officiel du Vatican, Mahmoud Abbas était appelé le président de l'État de Palestine. Lors de sa visite en Terre Sainte, le pape a appelé les deux parties à faire la paix. Le porte-parole du Vatican, le père jésuite Federico Lombardi, a confirmé la nouvelle. Oui,
c'est une reconnaissance de l'existence de l'État. Israël a condamné cette décision. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il était déçu par cette initiative. Cette initiative ne promeut pas le processus de paix et ne pousse pas les dirigeants palestiniens à reprendre des négociations directes et bilatérales. Israël examinera l'accord et envisagera les mesures qu'il conviendra de prendre, lit-on dans le communiqué du ministère. Selon le ministre des Affaires étrangères du Vatican, Monseigneur Antoine Camilleri, cette initiative n'est pas motivée par des raisons politiques, mais correspond à la position du Saint-Siège. En 2012, le Vatican s'était félicité de la décision de l'Assemblée générale de l'ONU de reconnaître la Palestine comme un État observateur, mais non membre de l'organisation. Reste que ce traité, qui porte sur les activités de l'Église catholique en Palestine, est le premier document juridique entre le Vatican et l'État de la Palestine. Il a donc valeur de reconnaissance diplomatique officielle. Sur le sujet du terrorisme, un responsable du mouvement terroriste El Morabitoun de Mortar Belmokhtar a annoncé l'allégeance de ce groupe à l'organisation Daesh dans un enregistrement audio diffusé par l'agence mauritanienne privée Al-Akhbar. Le mouvement Al-Mirabitoun annonce son allégeance au calife Abou Bakr al-Baghdadi, bannissant ainsi les divisions et les dissensions au sein de la nation, affirme en arabe Adnan Abou Walid Sahraoui dans cet enregistrement écouté jeudi par un journaliste de l'AFP à Nouakchott. Adnan Abou Walid Sahraoui s'est plusieurs fois exprimé au nom de Mujao, mais aussi d'El Morabitoun, notamment pour revendiquer des enlèvements ou attaques dans le nord du Mali. Dans sa déclaration, le responsable invite tous les mouvements terroristes à prêter allégeance au chef de Daesh pour unifier la parole et resserrer leurs rangs. L'agence Al-Akhbar rapporte par ailleurs que Adnan Abou Walid Sahraoui est désormais le nouvel émir d'El Morabitoun. Aux Philippines, au moins 72 personnes ont trouvé la mort dans un incendie d'une fabrique de chaussures. Les proches des salariés de l'usine dénoncent des conditions de travail épouvantables, comme souvent dans les ateliers du sud-est asiatique. L'image publiée par le Philippine Star ce jeudi est terrible. Des dizaines et des dizaines de corps qui sont enveloppés dans des bâches en plastique, alignés sur le sol devant une inspectrice de la police scientifique. Tous étaient des salariés de l'usine de chaussures de Valenzuela. Ce sont les étincelles d'un fer à souder utilisé pour réparer un portail qui aurait mis le feu à des produits chimiques entreposés à côté. Ironie, des portails, des portes de sortie, il en manquait cruellement visiblement. Dans cette fabrique, réputée pour son manque de respect de la sécurité au travail. Les témoins racontent la panique, la tentative de fuite et des salariés qui se retrouvent bloqués au deuxième étage. Apparemment, faute de sortie valide. Des témoignages qui ne peuvent pas encore être vérifiés parlent aussi de portes condamnées par des barres de fer dans les commentaires postés sur les journaux philippins. Ces ouvriers travaillaient pour des salaires inférieurs au minimum légal, sans protection contre les vapeurs toxiques. Un bilan d'au moins 72 personnes qui ont trouvé la mort a été établi. Un accident qui rappelle l'effondrement du Rana Plaza il y a 2 ans au Bangladesh, où plus de 1000 ouvriers avaient été tués dans l'effondrement d'un atelier de 9 étages. Au Burundi, au lendemain de l'annonce de la destitution du président Pierre Nkurunziza par l'ex-chef du renseignement burundais Godefroid Niyombare, de violents combats ont repris dans la capitale Bujumbura. Jeudi matin, les tirs ont repris à Bujumbura, au Burundi, entre les partisans du président Nkurunziza et les protestataires. Les combats sont concentrés autour du siège de la télévision nationale, qui reste pour le moment sous le contrôle des troupes loyalistes. Des témoins ont par ailleurs fait état de l'attaque des bâtiments de radio indépendante RPA et Renaissance durant la nuit par les forces loyalistes. Des rafales de tirs de mitrailleuses entrecoupées de tirs d'obus étaient entendues à proximité de la radio et télévision nationale burundaise. Jeudi, a constaté un journaliste de l'AFP, à qui un général putschiste a confirmé qu'une offensive avait été lancée. Selon le général, s'exprimant sous couvert d'anonymat, 2 des principales unités de camps putschistes viennent de recevoir l'ordre de prendre la RTNB, et cela devrait se faire rapidement car ils en ont les moyens. Les tirs sont intervenus immédiatement après la diffusion d'une allocution sur la RTNB du président Pierre Nkurunziza, bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État contre lui mercredi. Aux États-Unis, un premier pas a été franchi vers l'interdiction de la collecte massive et systématique de données par la NSA, révélée en 2013 par son ancien technicien Edward Snowden. Mercredi 13 mai, la Chambre des représentants a approuvé la proposition de loi nommée US Freedom Act qui défendrait explicitement cette pratique aux États-Unis. Les représentants ont voté par 388 voix contre 88 cette réforme d'un article controversé du Patriot Act, adopté après les attentats du 11 septembre 2001 et qui arrive à expiration le 1er juin. Soutenu par Barack Obama,
La proposition de loi avait échoué au Congrès l'an dernier. Le texte doit toutefois encore être soumis d'ici la fin du mois au Sénat, où les débats s'annoncent plus intenses. Le chef de la majorité républicaine souhaite reconduire l'article controversé du Patriot Act tel quel jusqu'en 2020. Il s'oppose à une coalition d'élus des deux bords. Une cour d'appel fédérale a déclaré la semaine dernière illégal le programme de métadonnées, notamment téléphoniques, de l'Agence de sécurité nationale. Mais les juges ont laissé au Congrès le soin de concocter une réforme. Insolite. Un drone qui se pilote avec une télécommande, c'est en vogue, mais un drone qui se pilote automatiquement en fonction de la position où se trouve son utilisateur, c'est encore mieux. Du moins pour les sportifs en tout genre. Pour eux, une solution vient de voir le jour, elle s'appelle Lily. Derrière ce joli nom se trouve en fait un drone conçu pour filmer tous vos exploits. Oui, mais pas n'importe comment. Il a la particularité d'être couplé à une sorte de petite balise de 75 grammes que doit porter son utilisateur. Lorsque cette petite balise est associée à l'engin volant, celui-ci suit alors tous vos déplacements avec différentes prises de vue proposées, sur les côtés, devant, derrière ou encore précisément au-dessus de vous. Le but, vous l'aurez deviné, être libre de tout mouvement et donc ne pas s'occuper du drone une fois qu'il est lancé. Pour les caractéristiques techniques, Lily pèse 1,3 kg et est propulsé par 4 moteurs. Encore mieux, Lily est capable de se poser ou de décoller sur l'eau. Ses concepteurs affirment que son autonomie peut aller jusqu'à 20 minutes de vol. L'engin vole jusqu'à une hauteur maximale de 15 mètres et à partir de 1,75 mètres de distance jusqu'à 30 mètres. Le tout jusqu'à une vitesse de 40 km/h. L'engin est équipé d'un objectif grand angle de 12 mégapixels. Elle filme en 1080p et à 60 images par seconde stabilisées. Disponible en précommande jusqu'au 15 juin, l'engin coûtera 499 $ avant de doubler de prix début 2016 pour les premières livraisons. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.